Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Thibaut Briolant, CEO et co-founder de Human Linker. Thibaut va nous le dire certainement mieux que moi, mais son offre est basée sur de l'intelligence artificielle entièrement connectée aux différents CRM du marché. Dans cet épisode, on va échanger sur les nouvelles méthodes de vente, les nouveaux outils et en fait, on va parler du futur de la vente, de ce qui nous attend dans les prochaines années. Hello Thibaut, comment ça va? Salut Julien, eh bien, écoute, ça va très bien, merci et ravi d'être dans ce podcast. Eh bien, écoute, on est ravis de t'entendre. Est-ce que tu peux nous dire comment tu es tombé dans la vente et nous expliquer quel a été ton chemin avant de créer justement Human Linker? Eh ben écoute, avec grand plaisir. Moi, je suis tombé dans la vente quand j'avais 18 ans, c'était il y a 12 ans. Je sortais du bac et globalement, j'ai attaqué comme commercial T1 en fait dans une TPE qui commercialisait des menuiseries, donc tout ce qui était portes, fenêtres, volets, portails. Et j'étais le premier alternant à être recruté par la structure. Ouais. On m'a d'abord formé sur le produit, on m'a appris un peu des techniques de vente, tu vois, closing en deux rendez-vous, une découverte chez le client, un rendez-vous numéro 2 dans un showroom avec négo, passage de main et tout ce qu'on peut imaginer. Et, euh, et ensuite, on m'a donné un secteur et j'ai commencé à faire du porte-à-porte. Et ouais, on m'a pas donné de portefeuille client à gérer. Donc là, c'est du nouveau business et je peux vous dire que c'est pas facile, forcément. Et, C'est formateur. euh, et c'est hyper formateur. Et c'est un peu comme quand tu fais du business développement en startup, quoi. Il n'y a pas de stratégie, il n'y a pas d'outils, il n'y a pas beaucoup de clients, c'est un peu la démerde. Et, Ok. euh, et très vite, en fait, ça m'a permis de réfléchir à comment structurer finalement une approche, comment arriver à avoir une approche un peu plus intelligente et à me dire que il fallait certainement que je capitalise peut-être sur mon réseau, sur des amis, sur des anciens professeurs, puisque je n'avais pas de portefeuille client à gérer. Et, Ok. euh, et en fait, j'ai commencé à adopter plusieurs démarches. Déjà, j'ai tourné en fait dans des zones où l'entreprise avait déjà des clients, en fait, pour essayer d'avoir un peu un effet où je pouvais utiliser des références, etc. Et aussi activer mon réseau, en fait, amis de parents, etc. Et finalement, faire un peu ce fameux effet de levier sur le réseau, parce que finalement, c'est aussi moins dur que d'y à froid et d'aller toquer à des portes et de dire bonjour, vous avez du simple vitrage, ça vous dirait pas d'acheter des fenêtres. Et en fait, c'était un peu les prémices de ce qu'on pourrait faire aujourd'hui avec Humalinker. Et, euh, et donc voilà, donc c'était vraiment une première introduction dans ce monde de la vente qui était hyper intéressante. Et je suis content de l'avoir fait. Ok, super. Est-ce que tu peux nous dire justement quelle est ta plus belle vente, alors que ce soit peut-être dans cette entreprise de menuiserie ou dans les autres sociétés dans lesquelles tu as bossé avant de créer Human Linker? Mais écoute, avec plaisir. Je vais pouvoir parler d'une anecdote sur une vente que j'ai fait lorsque j'étais account exécutif chez FeedsUp, qui était Ouais. une startup AdTech que j'ai rejoint au moment de la série A. Et donc j'arrive post-série A dans un grenier, on est 5-6 personnes à travailler et on me demande de faire du cold call et d'appeler en fait des retailers automobiles. Et donc j'appelle un distributeur automobile Peugeot. J'essaye d'avoir le directeur marketing, on m'envoie balader, je tiens bon, je continue à appeler. Finalement, j'arrive à lui parler. Ok. Fraîchement arrivé, il trouve ça intéressant, mais il me dit qu'il a un boss qui est assez peu ouvert au digital. Je tiens bon, je fais un premier meeting avec lui pour creuser différents sujets, essayer d'arriver à trouver des leviers un peu d'accroche pour finalement avoir un peu des éléments pour potentiellement convaincre le PDG. Mhm. Un PDG d'un groupe familial, plus de 400 salariés, plus de 200 millions d'euros de chiffre d'affaires, une boîte centenaire. Donc, je vous laisse imaginer un peu le type de personne, pas évident à appréhender. Et finalement, j'arrive à obtenir un rendez-vous avec cette personne-là et il me prend un peu de haut en fait, en mode ah oui, vous c'est la Startup Nation, les Ok. anglicismes, etc. Par contre, moi voilà, je veux des trucs, je veux du concret. C'est quoi encore ce truc lunaire de publicité mobile avec mesure de l'efficacité en point de vente? Finalement, avec un peu de ténacité, j'arrive à obtenir en fait un budget pour lancer un premier pilote en fait, puisque souvent on rentre sur des premiers sujets comme ça, un petit budget à 5 000 euros. Et puis finalement, 2 mois après, on réussit ce pilote. Ils sont convaincus du ROI. 6 mois après, je signe le plus gros deal de la boîte sur un retailer automobile, donc plus de 60 000 euros de budget. Ok. Et la fierté, en fait,
sur ce deal, c'est de dire qu'en fait, ce client-là est devenu finalement après notre plus gros ambassadeur. On a organisé des petits déjeuners avec lui, on a fait énormément en fait de communication, de marketing, qui nous ont permis de vraiment de pouvoir accélérer sur cette verticale. Et parti finalement de très très loin, finalement c'est devenu un des plus beaux use cases de la boîte. Donc c'est un bel exemple de résilience en fait pour les sales, comme quoi même avec finalement un premier pied dans la porte, on peut aller loin et faire grandir un deal. Ok, bah, top. Alors Thibaut, depuis septembre 2020, donc tu as créé et tu diriges la société Human Linker, qui est une sales tech française, qui aide les entreprises en fait à réaliser de bien meilleures interactions commerciales en permettant une approche qui est hyper personnalisée. Est-ce que tu peux nous dire deux mots sur votre proposition de valeur? Ouais, écoute, avec grand plaisir. Nous, on est parti déjà du constat que les décideurs étaient hyper sollicités, qu'il y avait eu beaucoup de dérives du sales automation dans les dernières années, et notamment des emails en cadence qui avaient fortement dégradé la relation commerciale, avec assez peu de personnalisation. Tout le monde pensait qu'on pouvait générer des millions d'euros en envoyant des séquences d'emails, des liens Calendly, et que tout le monde mettait sa carte bancaire pour acheter. Malheureusement, les cartes se sont un peu redistribuées et on est dans une ère où les décideurs font la moitié du parcours d'achat en autonomie et où quand ils parlent à des équipes commerciales, ils ont besoin de recevoir en fait des sollicitations qui sont personnalisées, qui sont qualitatives, qui montrent qu'on s'est intéressé à leurs problématiques. Et finalement, ce qu'on fait chez Human Linker, c'est permettre aux équipes commerciales, que ce soit des SDR, des accounts exécutifs ou des accounts exécutifs full cycle, de leur donner tous les éléments en fait de contexte à l'échelle des comptes et des personnes pour leur permettre de prendre plus de meetings, donc de multiplier par 5 à 8 fois en fait le taux de performance en prise de rendez-vous, mais également en fait de pouvoir en fait accélérer finalement le cycle de vente grâce à des triggers, grâce à finalement à des recommandations concrètes à réaliser au quotidien de manière qualitative sur son territoire. Ok, top. Et vous adressez qui? On accompagne principalement des entreprises qui ont un cycle de vente plutôt complexe sur des entreprises bien visibles, généralement des grands comptes, puisque on estime que plus on adresse des grandes entreprises, plus on doit avoir une approche personnalisée, plus les décideurs sont sollicités, plus il y a d'interlocuteurs avec lesquels échanger. Et on a choisi de rentrer plutôt sur les cycles de vente complexes, la vente plutôt enterprise pour débuter. D'accord, plutôt grand compte et plutôt cycle long et complexe. Ouais, exactement. Ok. Est-ce que tu peux nous parler un peu des enjeux qu'on peut avoir quand on a lancé son activité il y a 2 ans, grosso modo, qu'on a une équipe d'une vingtaine de personnes et que on vient de lever des fonds? Écoute, c'est un gros challenge. Il faut pas se mentir. Les challenges, c'est déjà réussir à imaginer le projet, à faire challenger le projet avec le marché, avec les clients potentiels. Bien entendu, chercher des fonds. Et une fois qu'on arrive à avoir ces fonds, c'est surtout un des gros challenges, c'est recruter la bonne équipe. Et ça, c'est un vrai sujet sur lequel on a beaucoup travaillé en 2022. On a vraiment mis beaucoup d'énergie à recruter la bonne équipe. C'était vraiment un des sujets phares de l'année avec nos investisseurs, puisque on a opéré notre levée de fonds en avril dernier. Okay. Donc recruter la bonne équipe, c'est aussi faire que tout le monde se sente bien en fait. Donc après l'onboarding, faire que tout le monde se sente bien, que les objectifs soient clairs. C'est pas facile dans un environnement en startup où tout va très vite, les tendances elles changent rapidement, surtout dans l'écosystème des sales tech où il y a vraiment en ce moment les cartes qui sont en train de se redistribuer, beaucoup de choses qui sont en train de changer. Je pense qu'un des gros challenges pour moi, en tout cas en tant que CEO, c'est d'arriver à être bon malgré la multiplicité des casquettes. Je pense que c'est clairement le côté le plus difficile du job. Ça peut être frustrant en fait de se dire ok, on fait X job, mais on n'a pas le temps d'avoir malheureusement le niveau de qualité qu'on pourrait avoir si on était sur un job full-time sur telle ou telle tâche, sachant que son job il change un peu tous les 2-3 mois en fonction des arrivées dans les équipes. Donc ça, c'est un peu les challenges du quotidien et bien entendu aussi de trouver l'adéquation entre son produit et le marché, donc d'arriver à prendre suffisamment de prise de recul en fait sur les feedbacks des utilisateurs, des potentiels clients, du marché, pour toujours en fait faire évoluer son produit et faire évoluer son offre et arriver à avoir de vraies convictions. Ok, top. Si on parle un peu de votre machine de vente, est-ce que tu peux nous parler aussi en fait de votre machine de vente et notamment de votre culture sales?
Ouais, bah écoute, elle a pas mal évolué. On va dire que sur 2022, on était plutôt sur des ventes qui étaient pilotées par mes soins et par un premier commercial. On est en train de faire évoluer la structure petit à petit par rapport au fit entre notre produit et le marché. On a opéré des grands changements sur notre produit avec un découpage de nos différentes offres, ce qui va nous permettre de rentrer dans une méthodologie de vente plus transactionnelle aussi en pouvant mettre en fait la technologie plus rapidement dans les mêmes potentiels clients, en pouvant en fait mettre en place aussi des collaborations sur des périodes plus courtes pour arriver aussi à prouver la valeur. Donc on est en train de faire vraiment en fait un changement sur notre manière de vendre. D'accord. Donc voilà, donc cette culture en fait elle s'est adaptée, je dirais, à la maturité de notre produit et aux évolutions en fait qu'on a opérées. Et voilà, donc par rapport à ce découpage de produits, on va lancer également une nouvelle version en 2023 qui va nous permettre de pouvoir rentrer dans un mode de vente qui soit un petit peu plus industriel, sachant malgré tout qu'on va garder quand même nos fortes convictions sur la vente qualitative et hyper personnalisée. On prône au quotidien une approche qui est très axée soft selling, d'accord? Donc Ok. vraiment avec une approche de prospection qui soit soft, avec des meetings qui sont bien préparés puisqu'on prône aussi la vente par la valeur. Hein, donc, essayer d'être efficace, d'arriver vraiment à comprendre, à s'intéresser aux vraies problématiques à résoudre à l'intérieur de l'entreprise et comment on peut aider en fait les décideurs à les résoudre, ou peut-être qu'on ne peut pas, hein, bien entendu. Et il faut savoir aussi des fois se retirer, recommander peut-être la solution d'un autre et arriver à prendre du recul. C'est aussi ça la vente consultative. Je pense qu'on y reviendra. Mais et voilà. Est-ce que tu peux nous définir justement ce que c'est que le soft selling? Ouais, bah écoute, pour moi, le soft selling, ça va être tous les aspects de la vente, que ce soit en prospection, dans la manière de mener des meetings, qui est finalement dans le respect aussi des interlocuteurs qui sont en face. C'est-à-dire que on part du principe qu'on va prospecter une personne qui va avoir un réel intérêt à nous parler, d'accord? Donc déjà, ça passe par une bonne segmentation en amont. On sollicite uniquement les gens qu'on peut réellement aider, d'accord? On va pas aller importuner tous les décideurs de la place en essayant de leur vendre un produit qui n'a aucun sens pour eux. Donc ça passe déjà par cette première étape-là. Ça Ok. va être aussi par le fait d'arriver à préparer en fait ces meetings pour essayer de tirer un maximum de valeur des échanges et de pas arriver dans un meeting en n'ayant rien préparé en disant alors bonjour, vous faites quoi chez l'entreprise XY. Non, non, ça c'est pas du tout une approche qui soit soft. C'est de montrer aussi que justement on a pris le temps de s'intéresser, qu'on va avoir une approche constructive. Et Ouais. c'est pour moi c'est aussi ça en fait de faire changer la donne sur la l'image en fait des commerciaux, c'est de voilà faire pivoter un peu cette vision des commerciaux qui essayent de caler un produit forcément, etc. Donc pour moi c'est ça aussi la vente plus soft, c'est aussi utiliser l'intelligence des relations, donc faire effet de levier sur ses clients ambassadeurs, sur également ses partenaires. On voit des initiatives comme Reveal avec le manifeste sur le Nearbound qui est hyper intéressant. Nous, on croit beaucoup chez Humalinker à ces sujets, vraiment de capitaliser aussi sur ses forces. Et c'est ça le soft selling. Ok, donc si je résume en deux mots, c'est effectivement, avoir une bonne préparation, pas d'improvisation, parce qu'effectivement, le marché est composé de sales qui improvisent beaucoup, sauf que la vente, c'est tout sauf un art, mais que c'est plutôt une science et l'improvisation, bah, ça fonctionne de temps en temps, mais le talent ne suffit pas généralement. Et le deuxième point que tu développes et que moi je trouve intéressant, c'est qu'en fait, on part du prospect ou du client et on écoute avant de faire sa proposition de valeur et d'argumenter. C'est d'avoir un peu, c'est la règle des 70-30. C'est un bon rendez-vous, c'est un rendez-vous où tu as écouté 70% du temps et 30% du temps, à la fin, tu as fait ta proposition de valeur en fonction de ce que tu as dit ton interlocuteur, quoi. Ouais, c'est ça, le soft selling, c'est lié aussi à la vente par la valeur, etc. C'est savoir dire, à un moment donné, non, écoutez, moi, je peux pas répondre à votre problématique, malheureusement, ou alors je peux y répondre, mais que sur cette partie-là. Donc, est-ce que ça vous intéresse de travailler sur ce cas d'usage? Et voilà. Après, il y a des sujets autour de la création de contenu, autour de problématiques de ces prospects. Enfin, c'est quelque chose qui est assez vaste. Et Ok. moi, je vais mettre un point d'honneur en 2023 aussi à mieux communiquer autour de cette thématique. Ok, eh ben top. C'est quoi la différence entre la culture sales d'hier et celle d'aujourd'hui, selon toi?
Ouais, bah déjà, je pense que tu vois, il faut réellement arriver à différencier la culture sales déjà en France et dans le reste du monde, notamment aux US. Je pense que honnêtement, en France, on a une image assez négative des commerciaux et c'est bien dommage. Donc c'est bien entendu un problème culturel, hein. On voit qu'aux USA déjà, ben, on apprend à vendre aux enfants à l'école. Et malheureusement, le constat pour nous, c'est qu'en école de commerce, ben, on se crée absolument pas de culture sales. Donc désolé s'il y a des patrons d'école de commerce qui nous écoutent, mais en tout cas, voilà, on fait quand on est en école de commerce, j'en ai fait une, on fait assez peu de sales, on n'a pas de cours sur la prospection, on n'a pas de cours sur la manière de mener les meetings. C'est-à-dire pourquoi il y a des sales schools qui se créent, hein, Iconoclast, Rocket School, etc. Et en fait, ce qui change la donne pour moi, en fait, et pour l'écosystème, je pense, par rapport à avant, c'est qu'avant, il y avait beaucoup de contenu qui était créé par des grands gourous de la vente. C'était plutôt un truc top-down. Donc finalement qui partait des grandes directions commerciales pour essayer de donner un peu des grands concepts. Et aujourd'hui, il y a une méthodologie qui est beaucoup plus axée sur le partage entre pairs, où finalement en fait, il y a un partage de bonnes pratiques entre account exécutifs. Il y a beaucoup d'initiatives qui sont créées là-dessus, des AE Tribe, SDR Tribe. Euh, et en fait, c'est hyper intéressant puisque ça permet vraiment aussi de pouvoir éduquer le marché pour les jeunes qui sortent d'école, de pouvoir se faire aussi une culture forte en écoutant des podcasts comme Yves Lavande, comme d'autres podcasts, et de pouvoir arriver à comprendre les différentes typologies de vente, de dire, OK, c'est quoi Médic, c'est quoi Customer Centric Selling, etc. Il y a tout ce contenu maintenant qui est quand même disponible. Yes, je suis bien aligné avec toi, notamment sur Mm. effectivement les écoles de commerce qui sont plus des écoles de commerce. D'ailleurs, c'est devenu des écoles de gestion ou de management où on apprend plus à devenir le manager de demain que de devenir un Ouais, super sales. OK. Et si on parle clairement. peut-être du futur de la vente, c'est quoi selon toi? C'est toujours et encore de l'humain, le téléphone, le métaverse. C'est quoi selon toi le futur? Écoute, j'ai envie de te dire, oui, l'humain, bien entendu, il est plus que jamais au cœur de la vente. Tu vois, nous, on aime bien communiquer un peu sur une quote qui est People buy from people. Donc, c'est plus que jamais vrai, hein, puisque finalement, c'est à des personnes avec lesquelles on interagit au sein des entreprises. Donc, il y a quand même une vraie relation à créer. Je pense qu'aujourd'hui, comme on le disait, il y a une part importante du cycle de vente qui est fait en autonomie par les décideurs. Et quand ils parlent à des commerciaux, ils veulent vraiment des interactions qualitatives. En fait, ils n'ont pas besoin d'avoir des choses, euh, on va dire, basiques qu'ils auraient pu voir sur le web. Ils ont besoin vraiment de gens qui se positionnent quand ce qu'on pourrait appeler des trusted advisors ou des experts finalement de leur écosystème qui vont OK. être en capacité de les conseiller et créer vraiment de la valeur pour eux. Donc, bien entendu, l'humain est au cœur de la vente et au cœur de la relation. Maintenant, pour moi, quelles sont les grandes tendances de demain sur le monde de la vente? Ça va être l'IA et le machine learning dans la vente pour toujours aider en fait les équipes à être de plus en plus performantes. OK. Ça va être aussi tout ce qui des technologies qui vont pouvoir aider les équipes commerciales à se concentrer sur des tâches à haute valeur ajoutée. Et finalement, là où il y a vraiment besoin d'un humain pour faire le job, parce qu'on remarque aujourd'hui qu'il y a beaucoup en fait de tâches très chronophages dans le quotidien des Ouais. équipes, et c'est dommage en fait, parce que finalement, on voit les stats, hein, plus de 60% du temps passé des équipes commerciales et sur des tâches qui sont non directement liées à la vente, donc pas réellement dans des meetings, etc. Et moi, je trouve ça vraiment, vraiment dommage. Après, il y a des grandes tendances qui arrivent des États-Unis sur l'analyse de personnalité de décideurs, sur le copywriting intelligent. Dernièrement, on a vu ChatGPT, on a vu voilà tout ce qui peut se faire aussi en termes de construction d'emails intelligents, etc. Je pense que ça va être vraiment des grandes tendances de demain que nous on suit très honnêtement vraiment de près. Ça va être aussi un meilleur alignement avec le marketing. On voit la montée en puissance du job de CRO. Là, il y a un vrai gros sujet aussi pour arriver à désiloter aussi les sales et le marketing. Hein. J'apprends rien aux auditeurs, mais c'est un gros sujet. Et je pense qu'il y a un très gros sujet aussi qui est la vente via les effets de réseau, de partenariat. Et il y a notamment Reveal qui prend ce sujet-là aujourd'hui parce que finalement, capitaliser sur ses forces existantes, c'est hyper puissant pour accélérer. En tout cas, nous, chez Human Linker, on en est convaincus d'arriver à capitaliser sur son réseau, sur ses clients ambassadeurs
Et ça fera partie des grands chantiers de demain chez nous également. Ok. Et c'est quoi tes tips justement pour capitaliser sur tes clients ambassadeurs et sur ton réseau pour développer ton business? Ouais, mais écoute, je pense que moi j'ai toujours mis un point d'honneur en fait dans les différents jobs que j'ai pu faire en sales, à entretenir vraiment une très bonne relation avec mes clients, à réussir aussi à convertir des clients en clients ambassadeurs, puisqu'on sait que c'est via ce moyen-là aussi, on peut rencontrer aussi de nouvelles personnes qu'on peut partager et que in fine, il peut y avoir également de nouvelles ventes. Euh, pour moi, c'est hyper important d'avoir des relations de confiance très fortes. Et en tout cas, moi, en tout cas, ça m'a toujours servi, cet aspect réseau, que ce soit avec des clients, que ce soit avec des investisseurs, des advisors. Ça nous permet toujours, en fait, de construire notre réseau, rencontrer de nouvelles personnes et finalement, aller plus loin. Et je pense qu'aujourd'hui, il faut réellement capitaliser là-dessus pour avancer. Ok. Et tu as peut-être des tips d'animation de ce réseau ou tu fais en bonne intelligence avec ton bon sens? Je pense que, écoute, aussi post-Covid, il y a un réel sujet, c'est que, enfin, on le voit, hein, tout le monde a envie de retourner dans des événements, tout le monde a envie de déjeuner ensemble, etc. Et je pense que justement, arriver à organiser des déjeuners entre pairs pour échanger sur des bonnes pratiques avec des directeurs commerciaux, d'arriver à inviter à déjeuner son réseau de temps en temps, organiser un petit after work avec des personnes de son réseau, c'est important pour pour partager, pour se voir en vrai aussi, puisqu'on a passé suffisamment de temps à être en télétravail pendant le Covid. Donc, je pense que les bonnes pratiques, c'est ça. Je pense que ça peut. On n'a pas besoin d'avoir forcément des grands outils pour monitorer son réseau, etc. Bien entendu, c'est mieux. Hein. Attention, si vous avez si vous avez un programme de partenariat, des vrais partenaires, etc. Là, on peut utiliser l'outil comme Reveal, par exemple, pour le monitorer. Mais il y a des actions simples du quotidien, finalement, partager, en fait. Je pense que ce qui est très important sur la partie réseau, c'est d'arriver à donner, en fait. C'est d'arriver aussi à faire des mises en relation, à aider les gens. On pense toujours que je vais aider, mais ça me fait perdre du temps. Non, le truc, c'est qu'on aide, mais on reçoit en retour beaucoup plus. Et en tout cas, moi, je mets un point d'honneur aussi à aider les gens à dire ok tiens je vais aider tel entrepreneur telle personne qui me pose une question parce que moi aussi j'ai besoin qu'on m'aide en fait. J'ai besoin de prendre des insights d'entrepreneurs plus aguerris et je pense que c'est hyper important. Ok, hyper intéressant. Et tout à l'heure, tu parlais de prospection personnalisée. Comment est-ce qu'on personnalise justement le mieux ces touchpoints? Est-ce que tu as des conseils à donner? Ouais, bien sûr. En fait, j'ai envie de te dire déjà, tout dépend qui on cible, quelle est finalement les canaux qu'on utilise et quelle est la durée de son cycle de vente. Aujourd'hui, il y a différents moyens en fait pour personnaliser ces interactions. Il y a bien entendu être sûr déjà que l'entreprise match réellement avec le profil de client idéal. Je pense que c'est quand même le prérequis de base. Hein. Dire ok, on prospecte une entreprise, elle a un fit à 100% avec notre profil de client idéal. C'est ensuite s'intéresser à l'entreprise, d'accord, dans ces prises de contact. S'intéresser à est-ce qu'il y a eu des événements marquants dans la vie de l'entreprise dernièrement, ok, des événements marquants qu'on peut en fait assimiler à le produit ou le service qui peut créer de la valeur dans cette entreprise, d'accord. Comprendre également la problématique de cette typologie d'entreprise et la valeur que notre produit ou notre service peut créer derrière. Et bien entendu, et la finalité de tout, c'est de s'intéresser à la personne, en fait. C'est de dire, OK, cette personne-là, voilà son poste, voilà ce dont elle parle dans tel podcast, dans telle vidéo, voilà quelles sont ses problématiques, voilà quels sont ses enjeux, et voilà comment moi je vais l'accrocher. Et en fait, tous les éléments dont je viens de parler permettent de créer, en fait, finalement, des éléments de contexte, ce qu'on appelait aussi des icebreakers, etc., qui vont permettre de changer la donne dans les prises de contact, que ce soit par email, que ce soit par téléphone ou via LinkedIn. Ça va permettre d'actionner la relation et de finalement de pas tomber dans comme tous les emails que les leaders reçoivent au quotidien. Ouais, et ça me fait penser à Guillaume Moubèche de Lemnis, justement, dans la saison 2, qui nous avait donné des bons tips pour personnaliser ses mails, justement, qui reprend ce que tu viens de dire, notamment sur le côté
pas aller tout de suite sur la proposition de valeur, mais partir justement de la personne et de ce qui la différencie sur LinkedIn, d'une conférence à laquelle elle a participé, d'un événement à laquelle elle a participé récemment. Exactement. Pour justement la toucher et ensuite aller sur d'autres sujets. C'est ça. En fait, c'est vraiment un mix entre plusieurs éléments. Dire qu'aujourd'hui, personnaliser son email et dire félicitations, vous avez levé des fonds chez XY, on propose ça, ça suffit plus. En fait, il faut aller beaucoup plus loin que ça. Il faut dire bonjour Lucie, je vous contacte. J'ai vu que vous aviez fait une levée de fonds. J'ai vu ça dans votre post LinkedIn. Top de pouvoir parler de ces sujets-là sur LinkedIn. Maintenant, avec cette levée de fonds, vous allez avoir tel et tel enjeu de structuration dans l'entreprise. Ces enjeux-là, nous, on les connaît bien puisqu'on accompagne des entreprises justement dans ce niveau de maturité. Tu vois, montrer qu'il y a vraiment une expertise et un intérêt d'arriver à ce moment-là. En fait, on parle souvent de momentum, d'arriver de rebondir sur des triggers, des événements marquants, des événements déclencheurs. C'est ça aussi la vraie qualité en fait d'un bon SDR ou d'un bon account exécutif. Ok. Et je sais que tu es aussi un fervent supporter de la vente consultative. En quelques mots, c'est quoi la vente consultative? Ouais, déjà, je pense que c'est déjà être un expert en fait à la fois de son produit, mais pas que, être un expert de son écosystème. Donc, c'est connaître son produit, les problèmes qu'il résout, quel est le quotidien et les problèmes des personnes chaque personne qui va participer à la décision d'achat, comprendre vraiment en fait ce qui se passe et bien entendu avoir une vision beaucoup plus large sur l'écosystème au global. Quelles sont les solutions complémentaires à la mienne, quels sont les compétiteurs, etc. pour arriver en tant que vraiment conseiller du décideur, de l'interlocuteur et de montrer qu'on connaît en fait les sujets. C'est ça, de montrer qu'on connaît les sujets pour finalement arriver avec une approche de conseil sur un sujet global. Ok, vous voulez révolutionner tel ou tel sujet et d'arriver en fait ça se remarque en fait chez un décideur aujourd'hui, si la personne elle a une finesse de compréhension des sujets, si elle connaît en fait les problématiques, si elle connaît les autres outils, si elle connaît les autres technologies qui sont peut-être utilisées dans d'autres parties du monde, etc. Et finalement, c'est d'arriver à avoir une approche où on s'intéresse réellement en fait aux problématiques de la personne, on essaye de la conseiller et d'avoir un vrai fil conducteur pour dire ok, vous avez des problématiques, ces problématiques elles ont un impact sur votre job au quotidien, ces problématiques elles ont aussi un impact sur la pérennité de l'entreprise, sur une atteinte de chiffre d'affaires, sur une pérennité dans le temps. Voilà comment nous, on peut vous aider, ou finalement, peut-être pas vous aider, malheureusement, parce que ce que vous venez de me dire, en fait, malheureusement, nous, on sait pas faire. C'est ça la vente consultative. Ok, très intéressant. C'est en tout cas être pas forcément dans une vente très push, mais d'être dans une vente où on prend le temps de comprendre quels sont les enjeux de son interlocuteur, de se positionner en expert du marché et d'apporter du conseil avant d'être dans une démarche de j'ai un vendre, quoi. C'est ça, et puis ça s'adapte pas bien entendu à tous les cycles de vente, à tous les produits. Ça s'apparente plutôt sur quand on vend quelque chose qui est sur un budget quand même assez élevé, plutôt à des entreprises, je dirais de taille importante. Mais en tout cas, c'est une démarche qu'on peut arriver à mettre en place aussi, quel que soit son cycle de vente. Ouais. Et puis surtout sur des deals intéressants, enfin d'un montant important, et également sur des cycles de vente plutôt moyen voire long, quoi. C'est sûr que si on est sur des cycles de vente très courts, il faut être un peu plus. On n'a pas. C'est ça, et puis c'est très lié à la culture aussi en fait. C'est donc on parlait de la culture sales tout à l'heure, mais c'est aussi lié à la culture de son entreprise. Donc dans l'entreprise dans laquelle on travaille, c'est vraiment en fait aller plus loin que son job. C'est pas dire ok, je vends une solution de data management platform. Non, c'est que je vais m'intéresser à tout l'écosystème de la data pour finalement en fait arriver et dire mais en fait moi je suis un expert de ce secteur-là et je suis pas juste un commercial qui vend une solution en fait. Ok. Ok. Est-ce que tu connais un canal d'acquisition qui marche mieux que les autres? En tout cas, moi, ce que j'entends en ce moment et ce qu'on remarque, c'est que il y a une montée en puissance du call, donc des appels. Alors, bien entendu, je parle pas de cold call à froid où on connaît rien de la personne, où on connaît rien de l'entreprise, où on n'est pas sûr que l'entreprise fit réellement avec notre profil de client idéal. Moi, je prône toujours une approche qui est plutôt smart, intelligente et réfléchie.
Donc globalement, ouais, il y a une vraie tendance en ce moment sur les appels et sur les interactions en live en fait avec les prospects, que ce soit sur des messages LinkedIn où il y a une conversation à l'instantané, où il y a un échange en fait en live par téléphone. On voit qu'il y a de plus en plus de choses qui se font dans des salons aussi, puisque post-Covid, il y a de plus en plus de salons, ça repart, etc. Donc je pense que c'est un mix entre les différents canaux. Il y a pas de réelle vérité. On me posait encore la question dernièrement, mais est-ce que tu penses que moi, je sais pas, j'adresse des CTO, est-ce que les CTO répondent par email? Voilà, tout dépend ce que vous allez écrire par email, tout dépend les problématiques que vous adressez. Il n'y a pas de vérité en fait. Il faut tester et je pense que c'est aussi la multiplication des canaux qui arrive à permettre de déclencher aussi des rendez-vous à faire avancer les deals. Ok. Tu as commencé ta réponse à dire en ce moment, ce qui marche bien, c'est le téléphone. Est-ce que tu remarques justement dans le contexte actuel que c'est plus dur de vendre? Écoute, il y a une réalité, hein, c'est que le marché est tendu, on le sait, et malheureusement pour les solutions qu'on pourrait appeler nice to have, désolé pour les anglicismes, mais finalement des solutions qui sont sympas à utiliser, mais où il n'y a pas un retour sur investissement qui est clair et bien défini, ça devient de plus en plus compliqué. Et donc en fait, comme toutes les entreprises, et HumanLinker est compris, hein, bien entendu, toutes les entreprises doivent vraiment réfléchir à quelle est finalement la valeur créée par mon produit ou mon service chez le prospect, quel est l'impact de mon offre sur le quotidien de l'entreprise à qui je vends. Parce que finalement, te dire, OK, est-ce que mon entreprise, ma technologie, mon produit fait gagner plus d'argent? Est-ce qu'elle permet justement au contraire de moins en dépenser? Il n'y a pas que des impacts financiers, hein. Il y a aussi, est-ce que par exemple, ma solution permet de réduire le turnover de 50% dans l'entreprise? Ça a un impact sur l'humain, bien entendu, qui est hyper important, mais bien entendu, ça a un impact aussi financier derrière sur l'entreprise. Donc voilà, donc c'est ces vraies questions. Je pense qu'en ce moment, il faut réussir à se poser sur OK, c'est quoi le réel ROI? Qu'est-ce dans ma solution, qu'est-ce qui est réellement héroïste et qu'est-ce qui l'est pas pour essayer de mettre en avant uniquement ce qui est héroïste et toute la partie finalement un peu nice to have de ma solution, de moins en parler. C'est un peu OK, c'est complémentaire. Et je pense que voilà, nous en tout cas, on fait cet exercice-là en ce moment et beaucoup d'entreprises le font aussi. Ouais, c'est en gros repartir de sa proposition de valeur. C'est clair que je te rejoins tout à fait sur le côté nice to have et must have. Les entreprises qui proposent vraiment quelque chose de héroïste, qui a un impact direct sur le compte de résultat, c'est évident que elles ont entre guillemets de beaux jours devant elles. Pour les autres, ce sera peut-être un petit peu plus compliqué. C'est ça. Et puis après, je pense que chaque entreprise crée de la valeur in fine, mais il faut arriver à prendre suffisamment en fait de recul pour dire OK, en fait cette solution que je propose, elle a un impact sur ça. Donc, in fine, ça permet de faire économiser de l'argent ou ça permet de réduire telle ou telle chose. Et c'est un gros exercice de prise de recul à faire en tout cas. Ok, et ben top. Selon toi, en tout cas, qu'est-ce qu'une machine de vente optimale aujourd'hui? Quels sont les chiffres, les KPI qui sont les plus importants qu'il faut suivre, qui font la force d'une machine de vente? Ouais, écoute, déjà, je pense que un des gros sujets sur une machine de vente optimale, déjà, c'est d'avoir un parfait alignement entre les sales et le marketing, mais aussi les équipes product. En tout cas, nous, on essaye de piloter ça avec grande efficacité. On est encore une petite structure, donc on a la possibilité de ne pas travailler en silo, mais vraiment un alignement parfait là-dessus. Je pense qu'il y a toujours aussi un gros travail du marketing à réaliser pour éduquer et faire connaître la boîte. On sait que maintenant, c'est plus de 50% du parcours d'achat est fait en autonomie par les décideurs. Donc, il y a un vrai besoin en fait de contenu autour de sa solution, de son produit, de son service, d'avoir une vraie présence sur le web parce que ça permet d'avoir aussi de la crédibilité, faire figure d'autorité sur son marché. Après, en termes de KPI, bien entendu, c'est d'arriver à se poser sur vraiment une analyse précise, par exemple, du nombre de touchpoints en prospection, de la durée pour prendre un meeting, de l'état actuel de son cycle de vente, où est-ce qu'il y a une problématique, le taux de conversion des opportunités qui sont ouvertes. S'il y a bien entendu de l'échec dans les opportunités, quelle est la raison? Est-ce que c'est une raison produit? Est-ce que c'est une raison par rapport aux équipes? Est-ce que c'est une raison par rapport à des outils, etc. Donc, je pense qu'il y a une vraie prise de recul
là-dessus à faire par les directions commerciales. Ok, bah hyper intéressant. Si je résume en quelques mots, c'est qu'il y a un parfait alignement entre la vente et le marketing. En fait, ne pas travailler en Ouais, silo, voire assez régulièrement. Un gros travail du market pour éduquer le marché, évangéliser et en fait faire référencer, en tout cas au niveau du SEO comme le leader mm, ou un marché. Une grosse présence sur le web avec du contenu, des animations, peut-être des webinars ou autres. Et le dernier point, tu dis analyse des KPI sur combien d'appels. En gros, reprendre toutes les différentes étapes où il y a un taux de conversion. Combien je passe d'appels qui donne combien de conversions de vente, combien de conversions de vente qui donne combien de rendez-vous, combien de mm. rendez-vous pris sur combien de rendez-vous faits, combien de rendez-vous faits qui donne combien de propositions, combien de propositions qui donne combien de signatures. En gros, c'est vraiment d'analyser Ouais, toutes les conversions, quoi. ouais, bien sûr. Alors, je pense qu'après, il faut avoir une approche quantitative, clairement, mais il faut avoir aussi une approche qualitative parce que c'est pas tout de Ah, faire des appels pour faire des appels. C'est aussi d'arriver à comprendre, en fait, derrière, je veux dire, on peut faire aussi beaucoup moins d'appels, diviser par 3 le nombre d'appels, mais ouvrir 2 fois plus d'opportunités. Donc, je pense qu'il y a vraiment cette prise de conscience là aussi sur les effets de volume, que ce soit sur les effets de volume d'email, d'appels, de messages sur LinkedIn, où il y a des réelles questions à se poser pour parler avec beaucoup de directions commerciales en ce moment et depuis dans les dernières années. Il y a un vrai changement qui est en train d'être opéré. hmm. Après, pour compléter aussi sur la machine de vente optimale, il y a un gros sujet sur finalement la construction d'un bon guide de vente, d'un bon sales playbook, sur bien Hmm. entendu la bonne formation de ces équipes commerciales aussi. Les équipes commerciales ont besoin d'être formées Hmm. aussi à de nouvelles méthodologies en fonction de l'évolution des produits, etc. C'est aussi donner des incentives fortes à ces équipes commerciales, notamment en termes de rémunération variable, tout simplement. En fait, hein, une bonne machine de vente, ça va être d'incentiver les équipes sales, mais aussi les équipes marketing, les équipes growth Ouais. sur la performance, la génération de leads, etc. Donc, il y a un vrai gros sujet là-dessus. Et un des derniers points qui est pour moi hyper important, c'est d'arriver aussi à investir dans des outils qui vont en fait permettre aux équipes d'aller plus vite, d'aller plus loin et finalement de passer du temps sur des tâches finalement à haute valeur ajoutée. Ok, et ben top. Si on se réfère encore une fois au contexte actuel, est-ce que tu as d'autres conseils que tu donnerais aux patrons dont les forces de vente ont du mal à performer aujourd'hui? Ouais, clairement, je pense qu'il y a un vrai sujet pour les directions commerciales d'arriver à comprendre le quotidien de leurs équipes. Moi, honnêtement, j'ai vraiment été confronté à ça dans des équipes commerciales où j'avais pas forcément les bons outils, j'avais pas forcément le, les bonnes directions à prendre, j'avais pas de playbook, j'avais pas trop de formation, etc. Et où on navigue un peu comme ça à vue, sans trop de cadre. Et je pense que c'est un vrai exercice pour les directions commerciales de se dire, OK, quel est le quotidien de mes équipes? Sur quoi ils passent du temps? Ok, c'est quoi les tâches qui sont vraiment à de valeur ajoutée? Qu'est-ce qu'on peut automatiser? Qu'est-ce qu'on ne peut pas automatiser? Qu'est-ce qu'ils ont besoin dans leur quotidien pour performer, pour avoir une bonne ligne directrice, pour réussir? Et il y a un vrai, pareil, exercice de prise de recul à faire pour prendre conscience de tout ça. Très souvent, les directions commerciales ne mettent pas trop le nez dans le quotidien et ne comprennent pas les vrais pains, en fait, les vraies problématiques de leurs équipes. Et souvent, en fait, je vois aussi des directions commerciales qui ne veulent pas forcément investir, par exemple, dans les outils, que ce soit dans un outil CRM, un outil de, d'accompagnement de leurs équipes, de formation, etc. Mais souvent, en fait, la somme qui est dépensée, elle est modique par rapport derrière à l'impact que ça a en termes de performance. Alors là, je prêche pas pour ma paroisse que pour Human Linker, mais pour bien d'autres solutions sur le marché qui sont révolutionnaires et qui permettent de faire gagner énormément de temps aux équipes commerciales et de leur permettre aussi d'avoir un quotidien qui soit quand même plus sympa. Aujourd'hui, c'est plus sympa de passer du temps à échanger avec des décideurs dans des rendez-vous que faire des copier-coller en fait entre des tableurs Excel ou d'alimenter un CRM pour le mettre à jour. Ok, ok, hyper intéressant. Euh, et quel conseil tu donnerais à la grande majorité des patrons qui commencent justement leur transformation commerciale? Par quoi commencer justement pour performer rapidement aujourd'hui? Ouais, je pense que déjà il faut commencer par un état des lieux de ce qui a été fait jusqu'à présent, ce qui a marché, ce qui a pas marché, de regarder bien entendu aussi dans ses équipes
en fait le niveau de maturité sur les sujets commerciaux. Est-ce que il y a une bonne utilisation du CRM ou pas? Quels sont les outils qu'on utilise? Quelles sont les méthodologies? Est-ce qu'il y a aujourd'hui un exercice sur les profils de clients idéaux qui a été réellement réalisé? Est-ce que vraiment, en fait, on vend bien aux bonnes entreprises? Est-ce qu'il n'y aurait pas une meilleure typologie d'entreprise à aller adresser? Donc, c'est toutes ces questions-là, en fait, je pense qu'il faut se poser pour réellement prendre du recul et mieux organiser sa stratégie. Ok, entendu. Est-ce que toi, dans ton quotidien, tu utilises 2 ou 3 outils que tu trouves waouh et que tu recommanderais à nos auditeurs? Ouais, écoute, oui, on utilise bien entendu quelques outils. Je parlais de la base, hein, déjà, je pense que toutes les entreprises doivent avoir un CRM. Ouais, bien C'est sûr. hyper important et il y a encore beaucoup d'entreprises qui, même presque des grandes entreprises qui n'utilisent pas de CRM ou en ont un mais ne l'utilisent pas. Et je trouve ça vraiment dommage. Moi, j'ai toujours vu le CRM comme un outil qui me permet vraiment de pouvoir mieux m'organiser, de pouvoir loguer aussi mes rendez-vous, etc. Plus on adresse de comptes et de personnes, et plus il faut avoir une organisation qui soit drastique. Nous, on utilise HubSpot aujourd'hui, et HubSpot qui est bien paramétré. Donc ça, je tiens à le souligner, parce qu'aujourd'hui, tous les CRM ne sont malheureusement pas bien paramétrés et les équipes commerciales, souvent, sont un petit peu en galère sur ce sujet. On utilise également Mojo, ça nous permet réellement de pouvoir mieux performer au quotidien, pouvoir écouter en fait ces visios, apprendre aussi de certaines erreurs qu'on peut faire dans le meeting, de servir aussi en termes d'enablement en interne, d'aider finalement à améliorer l'apprentissage des équipes. Pour les nouvelles personnes, les nouveaux arrivants aussi, ça leur permet de mieux comprendre aussi à qui on vend, comment on vend. Euh, on met en place aussi depuis peu un programme de partenariat, que ça soit avec des intégrateurs CRM, avec d'autres outils SalesTech, et on utilise Reveal pour faire ça. Et ça nous permet justement d'avoir aussi cette approche un peu plus smart et axée sur nos valeurs liées au soft selling et à la vente plus soft et plus qualitative. Ok, ok, top. Et si on fait deux rapides dernières questions de fin, c'est quoi le meilleur conseil qu'on t'ait déjà donné? Écoute, un des meilleurs conseils qu'on m'ait donné, c'est justement, c'est un peu sur la résilience, c'est que globalement, il faut apprendre de ses erreurs. Forcément, on va faire des erreurs. Forcément, il va y avoir des chutes. Mais finalement, c'est un peu en faisant des chutes aussi qu'on apprend à marcher et à courir in fine. Et je pense que ça, c'est finalement un conseil qui est applicable à la fois quand on est commercial, mais quand on est entrepreneur aussi. C'est inévitable. On va faire des erreurs. Il faut arriver à les accepter. Il faut apprendre de ses erreurs. Et ça fait partie du jeu, en fait, d'en faire. Si on fait pas d'erreur, c'est pas normal. C'est qu'on est trop prudent, certainement. Sûr. Et ça peut être un enjeu. Ça veut pas dire qu'il faut être imprudent et qu'il faut prendre des risques démesurés. Mais je pense que voilà, c'est ça. C'est vraiment d'arriver à apprendre de ses erreurs, dire, OK, j'ai fait ça sur tel deal. J'ai compris maintenant, je ne le referai plus. Ou alors, dans mon quotidien d'entrepreneur, il y a eu tel obstacle. OK, ça m'a permis d'apprendre ça. OK, c'est pas facile. Tout le monde a de gros challenges, etc. Mais voilà, il faut faire preuve de courage. Et de résilience. Ok, et bah top. Exactement. Euh, Dernière question, est-ce que tu as 2 ou 3 peut-être livres qui t'ont inspiré et que tu recommanderais à nos auditeurs? Ouais, bien sûr. Écoutez, je vais faire un petit clin d'œil à Caroline Franzia, qui est une advisor chez nous et qui a écrit un super livre qui s'appelle Popcorn for the New CEO, qui est vraiment super. Donc, j'invite tout le monde à lire ce livre. Je pense ensuite à The Hard Things About the Hard Things de Ben Horowitz, qui est un super bouquin également. Et après, honnêtement, je vais être 100% transparent. J'ai plus d'une vingtaine de livres qui m'attendent. Mais je pense que dans le quotidien de l'entrepreneur, dans la tech et surtout en ce moment, il faut passer du temps sur des sujets très importants, être au contact de ses équipes, être au contact des clients. Et il y a des moments, malheureusement, où on peut pas passer des heures et des heures à lire des livres business. Et je pense que justement,
quand on n'est pas sur des moments de travail, on travaille déjà énormément, d'arriver aussi à s'aérer la tête et aussi à penser à autre chose et pourquoi pas lire des livres d'autres thématiques et aussi prendre le long terme. Top. Eh ben, écoute, merci pour tous tes bons conseils, tous tes bons inputs. On a parlé de soft selling, de vente consultative, de transformation commerciale, de futur de la vente. Franchement, plein de bons conseils pour nos auditeurs. Donc, un grand merci, Thibaut, pour tes inputs. Et puis, j'ai envie de te dire, eh ben, bonne année et vive la vente. Merci beaucoup, Julien, pour l'invitation. C'était un vrai plaisir pour moi de partager tous ces tips et ce retour d'expérience.